Connaissez-vous le point commun entre Forrest Gump, The Revenant, Fight Club et Le Parrain? Ce n'est ni une récompense, ni un acteur, ni un thème. En réalité, tous ces films sont inspirés à l'origine d'œuvres littéraires. On aime tous les films, mais savons-nous toujours d'où ils viennent? Comment ont-ils été inspirés, puis réalisés? Sans que nous le sachions, sans que vous le sachiez, il est fort probable que vos films préférés étaient à l'origine des livres, mais vous ne le savez même pas. Aujourd'hui, loin de vous présenter les œuvres, apportant une critique, une appréciation, je vais vous parler de ces grands classiques du cinéma qui n'étaient à l'origine qu'un bout de papier. Je ne vais pas vous faire l'affront de parler des grandes sagas comme Harry Potter, Hunger Games ou Le Labyrinthe, ou encore ces classiques littéraires comme Les Misérables de Victor Hugo ou Le Comte de Monte Cristo de Dumas, mais plutôt de grands classiques, de très grands classiques. Une mention spéciale doit être faite à ces chefs-d'œuvre que je ne vais pas mentionner outre mesure. On peut parler par exemple du célèbre Shining de Stanley Kubrick, de La Ligne Verte du même auteur, cette fois-ci avec John Coffey, comme le café mais juste écrit différemment, le cultissime Into the Wild, et notre psychopathe adoré, Hannibal Lecter, qui avait un penchant pour la viande rouge, voire parfois un peu trop rouge. Aussi, comme mentionné dans l'introduction, Forrest Gump, Le Parrain et Fight Club, avant d'être ces classiques du cinéma, n'étaient en réalité que des livres. Certains ultra connus, d'autres un peu moins. Il faut savoir que certains sont fidèles à l'œuvre originale, et d'autres pas du tout. Il s'agit ici d'une première partie, c'est pourquoi j'ai sélectionné certains livres qui ont donné des films dantesques, plébiscités dans le monde entier, tandis que le grand public l'ignore. On commence avec Forrest Gump et sa vie comme une boîte de chocolat. Après de nombreuses versions, le script tel qu'on le connaît a été fixé, mais au départ, c'était très différent. Ce chef-d'œuvre signé Robert Zemeckis est en fait basé sur un roman de 1986, écrit par Winston Groom. Le film en reprend la trame générale, mais lui ajoute un ton sérieux, poétique, qui est franchement absent du livre. Et c'est d'ailleurs pour ça que Tom Hanks n'a même pas pris le temps de lire le livre avant de tourner le film. Il s'est contenté du script, puisque le Forrest du roman n'est vraiment pas le Forrest du livre. Dans le film, Forrest est simplé, touchant, porteur de grandes leçons de vie. Dans le livre, c'est un Forrest beaucoup plus brut, parfois grossier, et qui vit des aventures, presque un cartoon. Il devient astronaute, il vit et il est élevé parmi des indigènes cannibales, il devient champion de catch, et bien sûr, il joue au football, il court, et il va combattre au Vietnam. Bref, le livre pousse tout à l'extrême, là où le film a choisi l'émotion avec la simplicité, bien que le film passe par énormément d'étapes quand même pour parler de simplicité, le livre, lui, va dans la satire délirante, ce qui était par ailleurs l'objectif même de l'auteur. Et justement, Winston Groom n'a jamais aimé l'adaptation. Selon lui, le film était trop sentimental, trop politiquement correct, loin de sa satire grinçante de la société américaine. Il jugeait même le film trop doux et trop édulcoré. Le pire, le livre était un flop complet à sa sortie. Il a fallu attendre 1994 et le carton du film pour que les ventes décollent. Après le film, le roman s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires en quelques mois. Groom en a même écrit une suite, Gump & Co, où Forrest commente le film Forrest Gump. Et dans les dernières pages de ce deuxième volet, on peut lire cette pépite: ne laissez jamais quelqu'un faire un film sur votre vie. Alors, la prochaine fois que vous croquez un chocolat en entendant cours Forrest, cours, pensez à ça. Il a aussi couru dans l'espace, chez des cannibales et dans un ring de catch. Et maintenant, passons à un autre classique du cinéma qui vient du papier, Le Parrain. Spoiler, la mafia en a pris un gros coup quand même. Maintenant qu'on a vu Forrest Gump, passons à un autre monument du cinéma. Un film que vous avez tous déjà vu, ou du moins entendu imiter, Le Parrain. Avant de devenir la référence absolue en matière de films de mafia, Le Parrain était un roman pas forcément pris au sérieux. L'auteur, Mario Puzo, l'écrit en 1969 alors qu'il est criblé de dettes. Il avoue lui-même avoir vendu l'histoire à Hollywood avant même de finir d'écrire le manuscrit. Le livre cartonne en librairie. Il se place parmi les livres les plus vendus de l'année. Et très vite, la Paramount veut l'adapter. Mais Francis Ford Coppola, le futur réalisateur, ne voulait pas le faire. Oh oui, il voulait pas le faire. Oui, Coppola trouvait le roman trop vulgaire, trop commercial. Il n'aimait pas son ton populaire, mais comme il était fauché, il a accepté. On l'aurait tous fait. Résultat, il en a fait un film d'auteur élégant, lent, oui le film fait 3 heures quoi, mais surtout monumental, en réécrivant une bonne partie du scénario avec l'auteur lui-même, et en refusant pas mal de passages du livre. Ça a dû être sympa les rencontres. Le film de Mario Puzo est bien plus direct, plus accessible. Il y a beaucoup plus de sexe, de violence brute et de digressions, disons, étranges. Exemple,
Dans le roman, il y a tout un arc narratif sur la maîtresse de Sony, avec des détails anatomiques plutôt inhabituels, surtout pour l'époque. Tellement que ça a lancé une rumeur selon laquelle Puzo aurait inspiré la chirurgie intime moderne. C'est même pas une blague. Le roman va aussi beaucoup plus loin sur la corruption politique, les policiers achetés, les juges menacés. Le film, lui, reste sur la famille. Bon, c'est pas un film familial pour autant, hein. On s'en rend compte, c'est la mafia sicilienne quand même. Mais ça se concentre sur la famille, le pouvoir, et principalement la tragédie de Michael. La corruption n'est pas absente, elle n'est juste pas mise en avant. Le plus fou, Coppola et Puzo ont coécrit le scénario final ensemble. Je vous l'ai dit que les rencontres devaient pas être sympas, hein. Alors qu'ils s'étaient à peine lus avant. Et ce mélange, la narration populaire d'un côté du roman et la vision artistique du film de l'autre, ont donné ce chef-d'œuvre qu'on connaît tous aujourd'hui. Ah oui, fun fact, Marlon Brando a refusé de prendre son Oscar. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, la prochaine fois que vous citez Don Corleone, souvenez-vous que derrière ce mythe du cinéma, il y avait un auteur fauché, un manuscrit bancal et un réalisateur qui n'en voulait même pas. Et si je vous disais également que Fight Club lui aussi était à l'origine un livre, que même son auteur regrette à moitié, on en parle tout de suite. La première règle du Fight Club, c'est de ne pas parler du Fight Club. Mais bon, ils ont oublié de mentionner le livre, donc je m'en fiche, je vais parler du livre. On est parti. Parce que oui, avant le film culte de David Fincher, Fight Club était un roman dérangeant, signé Chuck Palahniuk. Publié en 1996, ce récit est court, brutal, écrit dans un style minimaliste et répétitif. À l'époque, aucune maison d'édition n'en voulait, jugé trop violent, trop subversif, trop flou. Encore à l'écran, pourquoi pas, mais des mots à la suite qui n'ont aucun sens entre eux, pour un livre, c'est compliqué, on ne se le cache pas. Chuck Palahniuk l'a écrit après qu'un éditeur lui ait rejeté un autre manuscrit qui jugeait ce récit trop bizarre. Sa réponse, Fight Club. C'est vrai que c'est beaucoup moins bizarre, j'imagine. Le résultat, Fight Club, quand le film sort en 1999, il fait un bide au cinéma. Jugé trop nihiliste, trop agressif, mal compris, voire parfois incompris. Encore aujourd'hui, j'imagine. Ce n'est qu'avec le temps, et surtout la sortie du DVD, qu'il devient culte. Pourtant, David Fincher est resté très fidèle au livre. Le ton, les monologues intérieurs, le twist, tout y est. Mais il y a quand même quelques différences clés. Et elle change tout. Prenons la fin par exemple. Dans le film, c'est très explicite. Edward Norton se tire une balle, mais il survit. Dans le livre, on comprend même pas que le protagoniste se tire une balle. Il survit peut-être, je sais pas. C'est trop compliqué, on n'a pas compris. On a vraiment du mal à comprendre l'œuvre avec le livre. Le film est beaucoup plus explicite, forcément. Les images sont là pour nous démontrer les choses, pour nous expliquer ce qui se passe. Alors que les mots, quand ils n'ont pas trop de sens entre eux, c'est très compliqué. Si on regarde l'exemple de Tyler Durden, dans le film, c'est Brad Pitt, quoi. On fait quoi à côté? Dans le livre, il est un peu moins charismatique, plus flou. Le narrateur est anonyme, tant dans le film que dans le livre. Et Marla est beaucoup plus dépressive, moins romantique dans le livre, tandis que dans le film, elle est beaucoup plus présente et plus ambiguë, comme si elle avait le même rôle que Tyler Durden à l'égard de Edward Norton. Edward Norton, alias le narrateur du coup. Le livre est plus sombre, plus sec, plus brutal encore que le film. Palahniuk l'a reconnu. Il disait que Fincher a rendu mon livre meilleur. Fight Club parle de ce que c'est d'être un homme dans un monde sans sens. Dans notre société actuelle, quoi. Une consommation, un vide existentiel, une virilité perdue, tout explose au profit d'un idéal que nous ignorons. C'est une claque. Et c'est pour ça qu'on retient encore le film aujourd'hui. Parce que le livre ne vous réconforte jamais. Tu veux une anecdote ? Chuck Palahniuk dit que des lecteurs lui écrivent encore pour lui dire qu'ils ont fondé de vrais Fight Club. Lui, sa réponse, je déclare toute responsabilité. J'imagine qu'il y a son petit avocat derrière. Ça doit être important. Alors oui, on connaît tous Fight Club. Mais t'as peut-être lu la version non censurée, plus douce, moins brutale, moins sale que le livre. Oui, parce que le film est moins sale que le livre. Ça en dit long quand même, j'imagine. Et si je te disais que Le Diable s'habille en Prada, lui aussi vient d'un livre, écrit par une ancienne insistante réelle, d'Anna Wintour. Ou encore que les dinosaures ne sont pas qu'un mythe lointain, mais une réalité scientifique et littéraire, comme l'expose Jurassic Park. Mais cela, ce sera pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne lecture, à très bientôt.